Bonjour, je vais vous présenter les principes du cerveau bayésien, et notamment une potentielle application à la schizophrénie. Alors, en premier temps, un rappel bref autour de la schizophrénie, une pathologie psychiatrique qui est un type spécifique de psychose, en tout cas tel que décrit dans le DSM, qui touche 1% de la population en général, aux alentours de 15-25 ans, et qui survient de manière insidieuse ou aiguë. Le diagnostic est clinique et c'est particulièrement important, comme on va le détailler par la suite. Et il y a trois syndromes majeurs qui doivent évoluer pendant 6 mois. Un syndrome positif avec des délires, des hallucinations, un syndrome négatif avec un retrait social, un émoussement affectif, une anédonie, et un syndrome désorganisationnel avec éventuellement des altérations cognitives. L'évolution est chronique avec de nombreuses comorbidités et la cause de mortalité prématurée est premièrement due au risque cardiovasculaire et ensuite au suicide. Le traitement est lié aux antipsychotiques, à la pharmacologie, à une réhabilitation psychosociale avec de l'éducation, de la TCC, etc. La rémission peut être vue en termes de rétablissement dans un quart des cas. Et on peut voir ici l'évolution chronique, puisque la schizophrénie est de plus en plus conceptualisée comme un trouble neurodéveloppemental au sens large du terme, c'est-à-dire qu'il survient avant la naissance, avec des facteurs prédisposants et puis des facteurs précipitants et perpétuants par phase et par crise tout au long de la vie. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de biomarqueur spécifique de la schizophrénie qui peut être utilisable, qui peut être translaté en pratique clinique, avec quand même de fortes attentes vis-à-vis de certains marqueurs trouvés en recherche, et notamment la mismatch negativity. Mismatch negativity, c'est une onde en EEG que l'on va décrire tout de suite. Alors la MMN, ou mismatch negativity, éventuellement un marqueur potentiel de la schizophrénie, avec plus de 250 publications, depuis plusieurs décennies. Il est proposé dans différents cadres, et notamment il peut être testé autour du hot-ball paradigme, où on voit que certains sons, ici avec les carrés gris, sont donnés au sujet, et puis ce sont des sons standards, et puis des fois un son déviant, c'est-à-dire d'une autre tonalité, va apparaître. Donc il y a des sons qui sont attendus, puisque le modèle attend certains sons, et puis parfois un son inattendu apparaît, ce sont les carrés violets. Et lorsque ce son inattendu inapparaît, eh bien on voit apparaître la MMN. Donc là, l'axe des ordonnées est inversé, mais globalement, il y a une onde de négativité. Et puis on voit que dans la schizophrénie, eh bien, là, l'onde de négativité, elle est en rouge. Alors là, l'axe des ordonnées n'est pas inversé. Et donc elle est réduite par rapport à la MMN qui est en noir chez les sujets sains. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que cette onde de négativité peut être interprétée de différentes manières dans différents cadres. Et depuis quelques années, on interprète cet événement électrophysiologique dans le cadre du cerveau bayésien ou du cadre de travail du codage prédictif. Alors, cette théorie est assez ancienne, hein, et provient du fait que la perception peut être liée à une inférence bayésienne, c'est-à-dire que le sujet va créer, au fil du temps et par répétition des stimulations, va créer un modèle du monde, un modèle de son environnement. Alors par exemple, l'exemple du tennis, c'est-à-dire que lorsque la balle est prête à arriver au sujet, eh bien il va prédire l'emplacement où la balle va tomber. Et donc il va avoir un modèle du monde, c'est-à-dire une certaine vision du monde qui va arriver, qu'il prédit, et donc il va pouvoir agir en conséquence. Et donc il y a un modèle génératif, c'est-à-dire que le sujet va générer son environnement, va le générer en termes de prédiction, hein, et puis les données du monde vont corriger ce modèle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que là on voit qu'il y a une flèche jaune qui va vers le sujet. Le sujet avait prédit que la balle tomberait en suivant cette flèche jaune, parce qu'il a appris le tennis et il sait que lors d'une frappe de telle manière, la balle tombe ici. Et puis si la balle tombe dans un autre emplacement, par exemple en suivant la flèche rouge, eh bien il va devoir corriger son modèle du monde. Et donc on peut modéliser ça en termes neuroscientifiques avec le codage prédictif. On prédit les standards, c'est-à-dire on prédit, comme on le voyait tout à l'heure, les carrés gris ou le fait que la balle suive le trait jaune, c'est-à-dire tel que nous l'avions prédit. Et puis des fois, il y a une surprise qui apparaît dans le monde, et donc on doit mettre à jour notre modèle du monde. Lorsque les données sensorielles sont plus ou moins précises, c'est-à-dire sont plus ou moins attendues,
eh bien on va avoir en effet une précision augmentée concernant les prédictions. C'est-à-dire qu'on va donner plus d'importance à nos prédictions, ou plus d'importance aux données sensorielles. Et donc il y a des règles d'apprentissage qui prennent en compte la précision de l'information en termes d'erreur de prédiction ou de prédiction. La prédiction étant ce qui vient du sujet pour prédire le monde, et l'erreur de prédiction est ce qui vient du monde, de l'observation, pour corriger le modèle du sujet. Comme on peut le voir ici, l'observation vient dans une certaine région, dessinée ici de manière formelle, via la flèche verte, et corrige les erreurs de prédiction, donc ce sont les flèches bleues, par rapport à des prédictions qui avaient été faites suivant les flèches rouges. Et tout ça, c'est pondéré par la précision. Et on voit que eh bien, dans la schizophrénie, la prédiction et l'erreur de prédiction eh bien, sont plus ou moins atteintes, et cela est lié à la précision, comme on va le voir tout de suite. Alors quels sont les différents modèles qui peuvent expliquer la survenue de la schizophrénie, son maintien dans le cadre du cerveau bayésien? Eh bien, soit il y aurait une précision accrue en termes de données sensorielles, c'est-à-dire que les données sensorielles, les données saillantes de l'environnement seraient trop saillantes. C'est-à-dire qu'il y aurait trop de prise en compte de toutes les données sensorielles sans tri entre elles, c'est-à-dire sans qu'il y ait une précision accrue pour certaines des données sensorielles. Et inversement, il y aurait une diminution de la précision des prédictions. Alors, dit plus simplement, c'est-à-dire qu'il y a moins de prédictions de certains événements importants, alors que ceci aurait dû l'être. Et donc, il y a un modèle du monde qui est moins bien construit. Ça, ce sont les premières hypothèses en 2013. Et puis, 5 ans plus tard, il y a l'idée qu'il y aurait 2 niveaux de hiérarchie. Alors, les niveaux de hiérarchie, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une prédiction qui émane à partir du modèle du monde du sujet, eh bien, elle peut venir de différents niveaux. On peut prédire un objet simple, on peut prédire des objets plus complexes. Eh bien, il y aurait des niveaux qui seraient de bas niveau qui seraient altérés, et des hauts niveaux qui seront trop précis. Et donc là, c'est ce qui a été décrit un petit peu plus précisément par Friston en 2021. Lors de données sensorielles, donc on voit la flèche verte, bien, il n'y aurait pas de tri. Donc il y aurait une saillance liée aux observations trop importante. Et donc, qu'est-ce que ferait le premier niveau de prédiction? Il diminuerait sa précision. C'est-à-dire, pour en donner une métaphore, il dirait où je ne veux pas prendre en compte toutes ces données. Donc, diminution de précision d'un bas niveau. C'est-à-dire le deuxième rond dessiné ici. Et donc, que fait un niveau plus élevé du monde qui veut avoir une forme de précision, qui veut avoir un modèle du monde? Eh bien, il va augmenter sa précision. Donc, il y a une augmentation de la précision des hauts niveaux, une diminution de la précision des bas niveaux, et cela lié à un non-tri en termes de précision des données sensorielles. Alors, ce qui peut être intéressant dans tout ce cadre, c'est qu'on voit que ces ronds bleus peuvent être visualisés en termes de régions cérébrales. Et donc, plus exactement, leurs relations peuvent être mises en évidence en termes de connectivité effective, c'est-à-dire que l'architecture du modèle interne concernant l'environnement peut être éclairée, notamment à travers la modélisation dynamique causale, DCM, Dynamic Causal Modeling. Dynamic Causal Modeling, c'est une méthode computationnelle qui permet de comprendre les hypothèses concernant la hiérarchie des processus mentaux au niveau physiologique. Et donc, en effet, on peut mettre en évidence la connectivité effective, c'est-à-dire qu'à partir d'observations sensorielles, eh bien, on voit comment elles s'implémentent au niveau de certaines régions corticales. Donc ça, on voit la connectivité effective, c'est-à-dire la causalité qu'il peut y avoir entre différentes régions cérébrales, et on peut mettre ça en relation avec les capteurs en EEG, et notamment les capteurs, l'AMMN. Et donc, DCM est composé d'une structure hiérarchique, comme on le voit sur cette figure, avec des nœuds et des connexions synaptiques, et puis elle est en réseau et hiérarchique, c'est-à-dire qu'il y a des origines et des cibles, et elle est dynamique, puisque tout cela est modélisé au travers d'équations différentielles. Alors l'idée de la DCM est de partir d'un modèle qui peut être trouvé dans la littérature, par exemple ici un modèle avec 8 sources. Donc chacune de ces sources correspond à une région cérébrale. Il y en a 4 de chaque côté. Donc en bas on a le gyrus de Hess, c'est-à-dire auditif, puis
planum polare, le gyrus inférieur frontal, et puis des structures frontales au plus haut, à droite comme à gauche. Et donc, des données sensorielles arrivent dans le cortex auditif et puis circulent dans les différentes structures hiérarchiques à gauche formelles et structures hiérarchiques du cerveau implémentées au niveau cérébral à droite. Et donc, qu'est-ce qu'on étudie? Eh bien, on étudie les forwards, c'est-à-dire les erreurs de prédiction, ce sont les flèches rouges, les données sensorielles qui montent et qui ne sont pas exactement comme le modèle l'avait prédit. Donc, ce sont des erreurs de prédiction qui peuvent être plus ou moins élevées. Si bien sûr les prédictions étaient parfaites, les erreurs de prédiction sont nulles. Les backwards, ce sont les prédictions, donc les flèches vertes, ce sont celles qui sont descendantes. Donc, c'est ce que le modèle prédit et renvoie, et en fait, finalement, constitue le modèle du monde. Et les modulations intrinsèques, la précision, ce sont des flèches finalement qui permettent de pondérer ces flèches montantes et descendantes, donc non visualisées sur ce schéma, et qui permettent de donner plus ou moins d'importance aux prédictions ou aux erreurs de prédiction, c'est-à-dire aux données environnementales. Alors une fois qu'on a créé un modèle complet, eh bien on peut regarder les sous-modèles. Donc on peut utiliser ce qu'on appelle le BMR, Bayesian Model Reduction, on peut étudier des sous-modèles qui peut-être correspondrait mieux aux données. Et enfin, on peut trouver quels sont les paramètres de chacun de ces modèles en pondérant les paramètres par la probabilité que le modèle soit le meilleur, en tout cas qui corresponde le mieux aux données. Et donc la question est une des questions est non pas de modéliser le monde extérieur, mais de modéliser des données qui viennent de l'électroencéphalographie. Et donc en fait, on va inverser les données, c'est ce qu'on voit ici, c'est que chacun des capteurs a relevé une donnée électrophysiologique, comme on pourrait relever une donnée sensorielle, et va essayer de les plaquer, entre guillemets, sur le modèle structurel hiérarchique fait d'erreurs de prédiction et de prédiction. Alors qu'est-ce qu'on voit? Sur le full model, sur le modèle complet, on voit que si on prend une 63 sujets, eh bien en effet, le modèle permet de prédire les différentes activations des capteurs. Donc dans 95-99% des cas, le modèle prédit les données, et puis avec quelques valeurs aberrantes, mais quand on les corrige, ne modifie pas le modèle. Alors ici, on étudie donc la connectivité donc des inputs, la flèche verte, des erreurs de prédiction en bleu et des prédictions en rouge. Et donc la modulation de cette connectivité permet de voir à quel moment, comment la connectivité varie lorsqu'il y a un passage de standard à déviant. Et donc on peut voir ça. Donc la matrice en haut, les carrés bleus, sont en correspondance avec les schémas en bas, et les flèches sont en correspondance avec les carrés, et leur couleur également. Et donc on voit que lorsqu'on part d'une certaine origine, par exemple les structures frontales droites, donc là en bas à droite de la figure la plus à droite de Backward, on a donc un carré vert et qui correspond aux structures du gyrus inférofrontal droit, et on voit qu'elle est plutôt positive puisqu'elle est verte, et donc elle est dessinée sur ce schéma. Donc ce qu'on voit, c'est que on peut modéliser comme ça les différentes données électrophysiologiques au niveau du cerveau, au niveau de certaines structures cérébrales. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi modéliser le changement de cette connectivité lorsqu'il y a non pas un standard, mais lorsque ça passe au déviant. Donc lorsqu'il y a un son qui surprend le sujet, qui surprend son modèle du monde, eh bien on voit qu'il y a surtout des changements de prédiction. Alors comment on voit ça? C'est que les flèches descendantes, qui sont les prédictions, elles sont plutôt jaunes. Il y a plutôt une activation des prédictions lors du passage de standard à déviant. Et donc voilà, ce qu'on montre ici, c'est que finalement les modulations, donc le passage de standard à déviant, n'est pas tant lié aux erreurs de prédiction, c'est-à-dire à l'information montante qui va modifier le système, mais à la prédiction du monde qui va changer. Et donc cette prédiction du monde qui change est fortement influencée par la précision, là qu'on voit avec les flèches qui auto-annulent chacune des structures pour pondérer le système. Voilà. Donc on peut utiliser ainsi une connectivité, le DCM pour étudier la connectivité effective en utilisant la MMN. On peut caractériser donc les mécanismes neuronaux qui, dans le cadre du cerveau bayésien. Et en partant d'une structure bilatérale temporofrontale avec 8 sources et 4 niveaux, on montre que la modulation et donc le passage de standard à déviant est plutôt lié à la prédiction avec une forte influence de la précision plutôt qu'aux erreurs de prédiction. Et donc on peut utiliser ça bien sûr sur différents contextes plus ou moins aléatoires, plus ou moins structurés, et on peut également utiliser ce modèle chez des patients atteints notamment de schizophrénie. Voilà, merci pour votre attention.